Voilà, bonjour à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire qu'on organise aujourd'hui dans le cadre des activités Jean Monnet à Sciences Po. Et donc cette fois-ci, c'est le Centre d'excellence Jean Monnet qui organise un webinaire sur la santé aux frontières, et qui fait la suite d'un premier webinaire sur l'expérience de la Covid dans les régions frontalières. Donc j'aimerais juste profiter de la parole pour vous saluer au nom de notre directeur Sylvain Schirman, qui est venu nous voir tout à l'heure. Il nous a fait un petit bonjour et qui m'a chargé donc de vous accueillir chaleureusement pour ce webinaire qui est en fait la suite d'une série d'autres webinaires qu'on a organisés depuis le début de la pandémie dans le cadre de ce centre d'excellence. C'est en fait la première expérimentation des webinaires dans le cadre des activités Jean Monnet qu'on a testé ici avec l'appui des services de la NUM de l'Université de Strasbourg, ici dans notre studio. Et ceci dit, donc je vous souhaite de très bons débats et passe la parole tout de suite à Frédéric qui va animer cette table ronde. Merci beaucoup Birte. Alors on va effectivement voyager un peu puisque on va avoir des expériences sur la frontière franco-allemande mais également sur la frontière franco-belge. Donc l'idée va être aussi de voir un petit peu comment est-ce que cette pandémie impacte à la fois les frontières, les régions frontalières et puis comment est-ce qu'elle impacte aussi les systèmes de santé. Alors pour en discuter, nous allons d'abord faire un petit tour vers cette nouvelle union qui est lancée depuis novembre avec Morgane Chauvet qui est doctorante au Centre des études internationales et européennes de l'Université de Strasbourg et qui nous fera un petit point sur cette union de la santé. Est-ce qu'elle peut effectivement nous dire des premières leçons de cette pandémie qui, comme son nom l'indique, impacte l'ensemble du monde, mais impacte aussi beaucoup cette Union européenne qui a longtemps été caractérisée par des frontières ouvertes et qui doit aujourd'hui faire face à de nouveaux enjeux. Alors, on bénéficiera également de l'expertise de notre collègue Fabienne Leloup, qui nous permettra une mise en perspective de ces problèmes du point de vue théorique et pratique sur la frontière franco-belge. Et puis, nous aurons également, avec Lydia Cassal, l'expérience de Trizan sur la frontière franco-allemande et qui nous permettront de toucher du doigt un petit peu les problèmes qui se sont posés, mais aussi les opportunités que cette crise ouvre en matière de politique de santé. Et puis, je crois qu'il ne nous a pas encore rejoint, mais il nous rejoindra probablement au cours de webinaire, notre collègue qui est doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et qui pourra aussi nous faire part de son expérience puisqu'il a été au cœur, lors de la première vague de la pandémie, des transferts de malades qui se sont passés depuis Strasbourg, mais aussi depuis les hôpitaux de Mulhouse et de Metz à destination d'un certain nombre d'États membres pour soulager à cette époque-là les systèmes hospitaliers français. Donc voilà pour nos intervenants. L'idée est d'abord, avec un certain nombre de questions, de faire un peu interagir les intervenants. Bien évidemment, vous avez le chat pour laisser vos questions. Et puis, à la fin des présentations, vous pourrez également poser vos questions directement si vous le souhaitez. L'idée, évidemment, de ces webinaires, c'est non seulement d'animer
des réflexions scientifiques, mais aussi de permettre à tout le monde de pouvoir interagir avec les membres de la table ronde. Donc je vais céder immédiatement la parole à Morgane pour qu'elle nous explique un peu cette nouvelle configuration qu'est l'Union de la santé. Merci beaucoup. Je suis Morgane Chauvet, voilà, je suis doctorante en droit de l'Union européenne et je vais vous présenter cette nouvelle Union européenne de la santé. Je vais surtout aborder 3 points qui sont tout d'abord la place actuelle de la santé dans les traités et justement ce que ça donne sur la situation en temps de Covid. Ensuite, je vais un peu traiter les réactions qui ont eu lieu dans l'Union européenne et ensuite j'indiquerai les différentes réformes qui sont envisagées depuis novembre dernier. Tout d'abord, en ce qui concerne la place de la santé dans les traités, il faut savoir que la santé est apparue dans le droit de l'Union européenne et dans le droit primaire avec le traité de Maastricht en 1992. Avant cela, elle n'apparaissait que comme un moyen finalement de déroger aux règles du marché intérieur. Il s'agit cependant aujourd'hui d'une notion que l'on retrouve à l'article 168 TFUE, et au sein de cet article, on insiste sur son caractère primordial, puisque, je cite, il en ressort qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union. Donc cela montre qu'elle est un objectif de l'Union et que l'Union doit poursuivre, mais c'est également un objectif qui est transversal. Le fait que la santé soit un objectif qui est transversal, ça signifie que toutes les autres politiques et toutes les autres actions de l'Union européenne doivent poursuivre cet objectif. Donc par exemple, la PAC doit poursuivre l'objectif de santé dans l'Union européenne. Ensuite, bien que la protection de la santé ait cette place primordiale dans les traités, l'Union dispose d'une compétence d'appui dans la protection et l'amélioration de la santé humaine. Cela ressort des articles 4 et 168 TFUE principalement, ce qui signifie que l'Union peut uniquement compléter l'action des États membres et les politiques nationales en la matière. Elle ne peut pas préempter cette compétence puisque celle-ci appartient aux États et elle ne peut pas non plus harmoniser en la matière. Cependant, à côté, on voit que l'Union européenne dispose d'une compétence partagée pour des enjeux communs de sécurité en matière de santé. Mais ici, 3 points sont principalement concernés, qui sont la qualité et la sécurité des organes et substances d'origine humaine, les domaines vétérinaires et phytosanitaires, ainsi que la prise de normes élevées en matière de médicaments. Donc seulement pour ces 3 cas particuliers, on a une compétence qui est partagée. Donc on voit que pour tout ce qui est les menaces transfrontières, on va avoir une compétence qui est seulement d'appui. Donc pour en venir finalement à la crise de la Covid-19 et les réactions qui ont eu lieu, on voit que cette crise a révélé les difficultés auxquelles l'Union a dû faire face pour coordonner une réaction commune. Ne disposant pas d'une compétence en la matière, elle ne pouvait harmoniser les réactions des États. Il en est ressorti que les États membres ont pris des mesures unilatérales non coordonnées et souvent incohérentes pour protéger leur propre population. Outre le fait que ces mesures n'ont pas permis d'endiguer l'épidémie, il en a résulté la réintroduction de contrôles aux frontières qui ont perturbé la mobilité des travailleurs transfrontaliers, mais également des chaînes d'approvisionnement vitales avec la perturbation de la circulation des biens et services essentiels sur le marché intérieur. On a également pu voir que les frontières ont repris de l'importance dans l'action politique en très peu de temps. C'est assez intéressant de remarquer qu'en moins de 2 semaines, en mars 2020, on a réintroduit un nombre de frontières intérieures assez significatif au sein de l'Union européenne, alors que ça avait pris des années pour réduire l'héritage historique des frontières au final au sein de l'Union. Quand on regarde la réaction de l'Union, elle a principalement eu un rôle financier. Donc sans avoir pu jouer un véritable rôle au commencement de la crise, elle a pu intervenir dans l'achat de médicaments ou encore dans la levée de fonds pour financer la recherche. Elle a pu mobiliser des fonds qui étaient non dépensés, qui étaient affectés à d'autres politiques, dont la politique de cohésion par exemple, pour les affecter au soutien des systèmes de santé des États membres. On voit également, si on regarde en juin 2020, la Commission avait formulé une recommandation pour rouvrir les frontières intérieures, tout en sachant que les recommandations ont pour caractéristique d'être non contraignantes. Donc ça n'était pas de l'harmonisation, encore une fois. Au final, la forme principale de solidarité qui est apparue pendant cette crise, c'est d'abord manifestée en travailleurs et professionnels avant de gagner les structures nationales, ce qui est finalement reproché.
Si on prend les changements et les réformes qui sont désormais envisagées au sein de l'Union européenne, on voit qu'il y a une volonté justement d'aller vers cette Union européenne de la santé. Les citoyens européens ont appelé à ce que l'Union puisse coordonner une telle menace sanitaire qui transcende les frontières nationales. Des sondages d'ailleurs qui ont été commandés par le Parlement européen montrent qu'une majorité de citoyens sont insatisfaits du manque de solidarité qu'il y a eu entre les États membres au début de la crise et souhaitent d'ailleurs que l'Union crée des outils qui soient plus satisfaisants dans une pareille crise. C'est un manque de cohérence et de coordination donc, qui ont été perçus, ce que la Commission a reconnu. Et il apparaît d'ailleurs que ce sont ces incohérences entre les différentes mesures prises par les États qui ont mené les citoyens à mettre en doute les politiques nationales prises par leurs gouvernements nationaux, menant à une forme de défiance des citoyens envers leur propre gouvernement. Il a découlé de ce constat que lors de son discours sur l'état de l'Union en 2020, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a appelé à la construction d'une Union européenne de la santé qui soit plus forte pour pouvoir faire face à ce type de situation. Une communication de la Commission a ainsi été publiée en novembre dernier et c'est sur celle-ci que je vais me fonder désormais. Il ressort en effet de cette communication que l'une des volontés de la Commission est de renforcer les agences qui jouent un rôle dans le cadre de l'Union de la santé. C'est le cas du CEPCM, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui devrait ainsi devenir une structure capable de gérer les crises, ce qui n'était pas le cas auparavant. On voit en effet que c'est une structure qui comportait moins de 300 employés, donc faire face à une crise telle que la Covid-19, c'était au final assez compliqué, qui avait un rôle d'analyse et de traitement de données sur les maladies infectieuses. Il est envisagé dans cette communication que ce centre puisse formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour lutter contre les flambées épidémiques et qu'il puisse aussi mobiliser et déployer une force opérationnelle locale au sein même des États membres. Ensuite, on voit également qu'il y a la volonté de renforcer l'Agence européenne des médicaments qui permet aujourd'hui d'autoriser la mise sur le marché des médicaments dans l'Union européenne. Il est intéressant de noter que celle-ci avait réussi à s'adapter pendant la crise en mettant en place des mécanismes de surveillance des pénuries de médicaments, ainsi qu'en analysant les données des vaccins développés sans attendre qu'elles soient saisies à ce sujet. Et c'est ce point-là qui doit être pérennisé dans l'Union de la santé, c'est-à-dire qu'on n'ait plus besoin de saisir cette agence pour qu'elle mette en place ces mécanismes de surveillance. Ensuite, une autre proposition envisage de réformer la décision relative aux menaces transfrontières graves sur la santé. En effet, si celle-ci a permis l'échange d'informations sur l'évolution de la pandémie, elle n'a pas permis de déclencher au début de la crise une réaction commune. L'Union souhaite ainsi créer une nouvelle structure, en plus des deux que je vous ai évoquées, qui soit capable de gérer des menaces transfrontières et qui s'appellerait justement l'ERA, l'Autorité pour la réaction aux urgences sanitaires. Pour la mettre en œuvre, la Commission souhaite s'inspirer d'une structure similaire qui existe aux États-Unis et qui est la BARDA, dont on a entendu parler pendant la crise. Donc sa création découle du constat qu'il est difficile de financer en Europe des recherches à haut risque. Cette nouvelle structure aurait dès lors pour mission principale deux volets, un volet de recherche, mais également un volet de réserve, donc en ce qui concerne tout ce qui est les stocks de composants, de médicaments, etc. Ainsi, il ressort de la communication de la Commission que la mission de cette autorité sera de permettre à l'Union et à ses États membres de déployer rapidement les mesures médicales et autres les plus avancées en cas d'urgence sanitaire, en couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la distribution et à l'utilisation. Donc, on a également un règlement qui a été pris en février dernier pour programmer le financement de la santé de 2021 à 2027. Donc, on voit qu'on a finalement une accélération des réglementations dans l'Union européenne pour construire cette nouvelle Union européenne de la santé. Pour conclure, la réaction de l'Union en proposant de nouveaux outils législatifs nous montre encore une fois qu'elle progresse par crise. Même si elle dispose seulement d'une compétence d'appui en matière de protection et d'amélioration de la santé humaine, elle continue de proposer des outils qui permettront une réponse coordonnée à une prochaine crise. Et cette réaction montre également que les États sont capables de se mettre d'accord. Je vous remercie.
Merci beaucoup, beaucoup Morgane. On reviendra, je pense, sur certaines de ces propositions pour voir si elles répondent effectivement aux enjeux qui sont les enjeux de cette Europe de la santé. Mais peut-être avant d'en venir là, la première question que je voudrais poser, peut-être d'abord à Lydia pour avoir un premier retour d'expérience, c'est peut-être d'expliquer très rapidement comment est-ce que votre organisation effectivement a vécu cette période, quelle est votre expérience finalement de la coopération depuis 2020, et puis peut-être de savoir si cette coopération ça a finalement été un atout dans la gestion de la crise, ou est-ce que ça apparaît finalement comme étant un obstacle ? Merci beaucoup. Je vais peut-être commencer juste par présenter Trisan rapidement pour ceux qui ne connaissent pas la structure. Donc, Trisan a été initié en 2016 par la Conférence du Rhin supérieur, franco-germano-suisse, et est sous forme d'un projet Interreg porté par l'Euro-Institut. C'est le résultat d'une collaboration étroite qu'il y avait entre le groupe de travail politique de santé de la Conférence du Rhin supérieur et de l'Euro-Institut, et qui avait pour objectif vraiment de construire des connaissances sur les systèmes de santé et de promouvoir et soutenir la coopération sanitaire dans le Rhin supérieur. Donc ça a commencé comme projet Interreg de 2016 à 2019. Nos partenaires de projet étaient les autorités de santé des 3 pays, donc France, Allemagne et Suisse. Et puis, les partenaires ont souhaité prolonger l'expérience et nous avons créé un deuxième projet Interreg qui se déroule jusqu'à fin 2022, voire 2023, où nous avons ajouté ou associé, en plus des autorités de santé, aussi les collectivités territoriales. Et l'objectif de ce deuxième projet Interreg est de convenir une stratégie transfrontalière en matière de santé et de mener une réflexion sur la pérennisation de Trisan, donc la pérennisation d'un centre de compétences trinational dans le domaine de la santé. Et donc, pour venir à votre question sur nos expériences pendant la pandémie, donc il y a eu 2 grandes phases en fait depuis mars 2020. Il y a eu la première phase au printemps avec la fermeture active de la frontière qui a été une surprise pour tous les acteurs de la santé. Et au niveau de la coopération institutionnelle, on a vu qu'il y avait que les réseaux existants, dont le groupe de travail politique de santé, n'ont pas pu vraiment continuer à fonctionner car ils ont eu besoin d'un temps d'adaptation aux nouvelles modalités d'échange. Donc ici, on a vraiment eu une sorte de ralentissement de la coopération. Il y a eu des initiatives, par exemple, la région a coordonné une cellule de concertation avec plusieurs structures, donc la région, la préfecture, l'ARS, les 3 lenders frontaliers, et ils ont aussi associé le niveau national et le niveau local, donc la Conférence du Rhin supérieur et les eurodistricts. Mais il y a eu surtout des échanges informels, en fait, qui sont vraiment la réalité de la coopération sanitaire, qui ont aussi mené au transfert de patients qu'il y a eu de la France vers l'Allemagne, qui ont été initiés au niveau local, mais qui ont été finalement pilotés par le niveau national. Et puis, on avait une deuxième phase en automne où on voyait la reprise de la coopération institutionnelle. On a pu mener des échanges sur les stratégies de la gestion de la crise, sur les identifications des problématiques qui se posaient à la frontière pour les travailleurs frontaliers, mais aussi pour toutes les personnes qui avaient qui ont un bassin de vie transfrontalier, et aussi des échanges sur le contact tracing. Et depuis automne, il y a des réunions régulières du groupe de travail. Et nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner ce groupe de travail et d'apporter un soutien en termes de production de connaissances sur la gestion de la crise de part et d'autre de la frontière. Et on travaille aussi étroitement avec les Infobest, justement pour apporter des informations concrètes pour les citoyens sur les vaccins, sur les stratégies de dépistage de part et d'autre de la frontière. Merci beaucoup. Oui, allez-y.
Bon, voilà, parce que vous aviez demandé si la coopération Oui, était était un finalement obstacle ou à un faciliter, obstacle ouais, ou ouais. pas. Je pense que c'est difficile à répondre. Donc la coopération est toujours très complexe, pas seulement pendant la crise, mais de manière très générale. Mais je pense que les acteurs ont eu besoin de la coopération transfrontalière pour agir au niveau local. Pour vous donner un exemple, on a une demande de la Direction générale Régio de la Commission européenne en printemps 2020 directement pour demander ce que faisait Trisan pendant la pandémie, comment est-ce qu'on pouvait participer. Et finalement, nos partenaires ont décidé de réaxer notre plan de travail en fonction du Covid. Donc, on a réaxé certaines actions. On a publié récemment un magazine pratiquement entièrement dédié à la pandémie, aux différentes expériences des acteurs institutionnels et opérationnels dans le Rhin supérieur. Nous travaillons sur des flyers d'information sur, comme j'ai dit, le dépistage, la vaccination dans les 3 pays. Nous avons aussi un peu réaxé nos actions en termes de mobilité des patients. Mon collègue travaille par exemple sur des protocoles de coopération entre les caisses pour faciliter la mobilité des patients et aussi pour prendre en compte les nouvelles problématiques qui ont émergé avec la crise pour cette mobilité des patients. Donc je pense que la coopération n'était pas un obstacle, mais a pu quand même soutenir les niveaux nationaux et européens. Merci beaucoup. Est-ce que le sentiment est le même du côté de la Belgique, Fabienne? Bonjour. Donc, je ne suis pas comme Lilia au cœur d'un processus travaillant tous les jours sur la santé, mais on a eu l'occasion, et je vois que Pauline Pupier nous a rejoint, d'interroger un certain nombre d'acteurs qui sont partie prenante de cette action de la santé et de la coopération transfrontalière. Alors peut-être un petit rappel, la coopération transfrontalière en matière de santé à la frontière franco-belge, c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui date même d'avant Interreg et qui s'est évidemment cristallisée, institutionnalisée avec Interreg. Donc, les différents acteurs de la santé de part et d'autre de la frontière franco-belge ont l'habitude de travailler ensemble, plus ou moins intensément selon les endroits et avec des projets plus ou moins approfondis. Mais donc, il y a une habitude de parler ensemble, ce qui apparaît, en tout cas lorsqu'il y a une crise comme le Covid, comme un élément essentiel. Alors, peut-être juste pour donner un exemple très concret, il y a 2 hôpitaux qui sont à 1 kilomètre l'un de l'autre, l'hôpital de Moucron, l'hôpital de Tourcoing, et qui ont une collaboration. Donc, c'est pas seulement des échanges, mais c'est une véritable collaboration avec des équipes mixtes franco-belges depuis plusieurs dizaines d'années. Et on a eu l'occasion d'interroger leur directeur et ils expliquaient que, évidemment, le premier temps, pendant la crise, ça a été d'abord de gérer, évidemment, son hôpital, son urgence et l'ensemble de la situation chez soi. Mais c'était pas du repli, c'était juste, voilà, il fallait gérer sa situation. Mais que, comme une bonne partie du personnel était résident dans l'autre pays, qu'une bonne partie du personnel travaillait dans l'autre hôpital, de l'autre côté de la frontière, eh bien, très naturellement, les 2 directeurs se téléphonaient pour savoir est-ce qu'il y a besoin d'un papier spécifique, quelles sont les conditions, quelles sont les heures du couvre-feu, enfin, un ensemble d'éléments informels, comme Lydia le disait, pour pouvoir, eh bien, continuer à fonctionner presque normalement, ou en tout cas continuer à fonctionner, y compris avec un personnel qui apparaît, donc il apparaît en tout cas que le personnel soignant, qui est très habitué à passer la frontière entre la France et la Belgique, a pu continuer à passer la frontière sans trop de problèmes pendant, y compris le premier confinement. Donc cette frontière-là, en tout cas liée à la circulation des travailleurs, n'a pas arrêté les flux de personnes qui ont pu continuer. Alors elles devaient avoir des documents. Parfois les choses étaient compliquées parce que les écoles étaient fermées d'un côté, pas de l'autre côté. Mais à la limite, ce sont des obligations qui sont apparues au sein des pays aussi et qui n'étaient donc pas peut-être plus transfrontalières que ça.
mais le personnel a pu continuer à passer. Donc ça, c'était quelque chose qui s'est fait de façon naturelle entre ces deux hôpitaux qui ont une habitude de coopération, mais ça s'est fait aussi dans d'autres endroits. Donc cette libre circulation des travailleurs avec quelques papiers supplémentaires et quelques temps d'attente à la frontière. Comme un de ces deux directeurs nous expliquait, à un moment donné en France, les contrôles de la douane n'ont plus été faits par les personnes qui étaient habituellement là et qui donc connaissaient la situation et qui donc faisaient passer tout le monde vite, mais par des CRS qui venaient de Paris. Et là, tout à coup, les bouchons ont commencé à s'accroître et le problème du passage de frontières n'était pas un problème d'interdiction de passer, mais un problème de bouchons, parce qu'il fallait 3/4 d'heure pour passer la frontière, là où il fallait normalement 5-10 minutes, parce que la situation était acceptable, en règle, sauf qu'il y avait un contrôle et que comme il y avait du contrôle, voilà, ça prenait du temps. Donc, on a retrouvé du temps à la frontière, là où on en avait évidemment plus du tout. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément, peut-être en lien avec la santé, les différents confinements, c'est qu'on a aussi énormément d'étudiants, notamment dans le domaine de la santé, qui passent la frontière et qui vont faire des stages de l'autre côté de la frontière. Alors là, de nouveau, une partie de la situation est celle que n'importe quel stagiaire a connue en Belgique ou en France, c'est-à-dire pas d'accès aux hôpitaux, pas d'accès aux maisons de retraite. Donc ça, on va dire, ça ne change rien de particulier. Et les étudiants, pour ceux qui suivaient des cours de l'autre côté de la frontière, dans ces domaines, mais comme dans d'autres domaines, c'était de la téléétude, donc ou de la téléformation. Donc ça ne changeait rien non plus, ils étaient chez eux et évidemment les ondes passent la frontière sans problème, même quand les frontières sont fermées. Donc ça n'a pas eu d'impact pour les étudiants en tant que tels, sauf la partie stage, mais ça c'est un peu comme pour tout le monde. Alors peut-être pour continuer par rapport aux acteurs de ce domaine de la santé, il y a évidemment le patient et plusieurs expériences qui nous ont été racontées montrent que les patients qui ont dû passer la frontière n'ont pas eu de problème pour passer la frontière. Il y avait certes des exigences, il y avait certes des documents, mais finalement, le patient a pu passer la frontière quand il a dû le faire, par exemple pour être soigné dans un centre spécialisé de l'autre côté de la frontière. Par contre, quand le patient était d'un côté, sa famille ne pouvait pas venir le voir puisque là aussi, dans beaucoup d'hôpitaux, en France et en Belgique, les visites étaient interdites. Donc, le passage de la frontière politique a été un obstacle, mais qui finalement est venu s'ajouter à un autre obstacle qui était la fermeture des hôpitaux, des centres de soins et de santé. Donc, il n'y a pas véritablement eu un handicap supplémentaire du fait de la fermeture de la frontière, pourrait-on dire. Donc, ce qu'on retient, en tout cas, alors le travail n'est pas fini, ce n'est évidemment pas exhaustif, c'est que l'échange d'informations informelles s'est fait entre les acteurs qui travaillaient déjà ensemble et a permis de continuer, bon an mal an, une situation plus ou moins normale, mais évidemment, rien n'était normal à ce moment-là. Au niveau de la frontière franco-belge, le préfet a mis en place, donc le préfet, notamment en liaison avec le GECT de l'Eurométropole, Tournai-Kortrijk, a mis en place un système d'information permettant des comparaisons systématiques entre les décisions qui se faisaient d'un côté et de l'autre de la frontière, permettant une information non seulement sur les taux de Covid de part et d'autre de la frontière, mais surtout qu'est-ce qui était permis d'un côté et qu'est-ce qui n'était pas. Et c'est ce qu'on va retrouver dans un certain nombre de sites de GECT, mais pas tout le temps et pas forcément en première page. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit évidemment que parfois, à 15 jours près, ce sont les mêmes décisions, mais les 15 jours intermédiaires peuvent être compliqués puisque il est arrivé à un moment donné qu'on pouvait passer la frontière, on pouvait sortir de Belgique mais pas rentrer en France, ce qui évidemment pose un problème quand on essaye de passer la frontière franco-belge. Mais ça valait dans le domaine de la santé, ça valait pour tous les autres domaines. Peut-être encore juste une remarque, c'est que
les opérateurs de santé ont l'air de dire, c'est que finalement, avec la Covid, on s'est retourné. Il y a eu énormément d'ordres centralisés, et qui dit désordre centralisé dit de tourner le dos à la frontière et de regarder à nouveau vers l'intérieur du pays. Et donc, ce qui était rendu plus facile avec une proximité géographique ne l'a plus été. Mais de la même façon, il était compliqué de travailler avec une autre région ou avec un autre département. Ça, c'était ce qu'on disait en France. Et donc, finalement, on a retrouvé des frontières interétatiques, mais on a retrouvé aussi des frontières entre départements, entre régions, là où on avait un peu oublié tout ça. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais voilà quelques éléments de la situation franco-belge. Merci beaucoup. Non, beaucoup d'éléments qui montrent à la fois combien cette frontière a été impactée, mais aussi, et c'est ça que je trouve intéressant, combien aussi la frontière a finalement été traitée comme toutes les autres parties du territoire. Et effectivement, on a réattendu à la frontière comme on a réattendu à la boulangerie du coin, chose qui, je dois dire, ne fut pas pour moi l'expérience la plus facile. Comment est-ce que le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, Jean Sibilla, que je remercie de s'associer à cette table ronde, comment est-ce que vous avez vécu cette coopération? Comment est-ce que les choses se sont passées? Je disais tout à l'heure que l'hôpital de Strasbourg s'est trouvé, comme d'autres hôpitaux de la région Grand Est, face à la délicate question du transfert de malades. Vous êtes aussi vice-président de l'université pour la politique hospitalo-universitaire et territoriale en santé. Donc, quel est votre ressenti finalement, et est-ce que cette coopération vous est apparue plutôt comme étant un obstacle dans la gestion de la crise ou une opportunité? Il faudrait remettre votre micro, voilà. Hop. Merci Frédéric, merci beaucoup pour me permettre de participer à cette table ronde qui est particulièrement intéressante et qui m'implique j'étais très sensible à la dimension européenne de la crise, de la pandémie qu'on est en train de traverser. Je ferai juste 3 commentaires pour répondre à la question que vous avez posée. Je pense qu'il y a un prérequis, un premier point qu'il faut rappeler, qui n'est pas sans intérêt et qui explique probablement beaucoup de choses, c'est qu'on a affronté une temporalité sans précédent, c'est-à-dire une pandémie qui a entraîné une sidération durable de beaucoup d'organisations et de structures, enfin en tout cas des structures macro. Et ce qui explique que dans beaucoup de sites, à l'hôpital en particulier, finalement c'est le terrain, c'est les acteurs de terrain qui ont pris la main à un niveau micro, en fait. Et la structuration macro, à l'échelle de la région et à fortiori à l'échelle de l'État, a été sidérée, légitimement sidérée. On peut critiquer, mais je crois que personne, en tout cas en Occident, en Europe, n'était prêt à cette temporalité-là, qui est la temporalité explosive, je vous le rappelle, de l'épidémie entre février et mars. Je rappelle qu'entre fin février et mi-mars, on a assisté dans le Grand Est, et notamment en Alsace et de l'autre côté de la frontière, à un degré moindre, une explosion incroyable. Le deuxième élément de prérequis qu'on oublie un petit peu, mais qui est toujours vrai, et qui a certainement, en tout cas, freiné les collaborations, c'est l'étonnante hétérogénéité épidémique qui est en partie incomprise. Vous voyez, c'est quand même, et ça méritera une analyse a posteriori, si vous regardez aujourd'hui la carte du monde, c'est un véritable patchwork épidémiologique qu'on a vraiment du mal à comprendre, que même les équations de modélisation ont du mal à comprendre. Alors pourquoi, finalement, avec une frontière qui traverse le Rhin, on avait des situations épidémiques qui ont été très, très différentes entre le Baden-Württemberg et le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, alors qu'il n'y a que quelques centaines de mètres de différence. C'est vraiment des questions qui ne sont pas totalement résolues, mais qui conditionnent en fait tout le reste, qui conditionnent toutes ces actes de collaboration que Lydia a extrêmement bien décrit dans le cadre de l'initiative Trisan, auquel j'ai participé dans le débat à l'automne. On a essayé de faire un peu le point là-dessus et Lydia l'a parfaitement bien décrit. Le deuxième élément que je voulais évoquer, c'est pour répondre directement à votre question, Frédéric, c'est que la coopération en temps de crise, c'est un modèle qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on ne l'a jamais expérimenté, en tout cas, je le répète, dans nos pays occidentaux. Et quand on regarde a posteriori maintenant le résultat
dans différentes régions du monde, on voit que les pays qui étaient préparés, alors c'est souvent des îles, soit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les pays d'Asie du Sud-Est, Taïwan, mais pas que. On peut prendre des exemples un peu plus étranges, comme le Vietnam, comme le Cambodge, même si le Cambodge est en train de vivre une phase épidémique sans précédent, mais ces pays-là étaient prêts. Ils étaient prêts et ils avaient mis en place, c'est très bien décrit à Singapour et à Taïwan, ils avaient mis en place des procédures de coopération en temps de crise. Et je pense que ça, on n'était pas prêt parce que voilà, on n'avait pas vécu ça. Dans un déni de la toute-puissance technologique sanitaire occidentale, on était persuadé que les virus ne traverseraient pas les frontières, comme la radioactivité ne traverse pas la frontière du Rhin. Donc il y a, je pense, quelque chose de cet ordre-là, ce qui fait que finalement, il y a des choses qui ont bien marché et des choses qui n'ont pas très bien marché. Et c'est la question centrale, Frédéric, que vous posez. Ce qui a finalement bien marché, je crois que c'est deux choses. C'est les coopérations informelles entre collègues, les coups de fil qu'on se passe et les informations qu'on échange de façon extrêmement informelle, c'est-à-dire à l'échelle du terrain, du soignant et des équipes de soignants, ainsi que les échanges de malades. Mais ça a été dit, je crois, par Lydia. Ce qu'on peut regretter, c'est que ces échanges ont été gérés plutôt à l'échelle nationale, alors que je crois que dans ces situations-là, il faut vraiment laisser, et c'est un de mes chevals de bataille, laisser la politique sanitaire à l'échelle de la région, voire du territoire, parce qu'on est beaucoup plus réactif et beaucoup plus agile, même si l'équilibre doit être bien trouvé. Parce qu'évidemment, plus l'agilité est grande sur un petit territoire, moins vous avez des moyens d'infrastructure mutualisables pour agir à grande échelle. Donc, il faut trouver le juste équilibre, mais là, probablement que dans une vision un peu, ça a été largement dit par d'autres, un peu centralisatrice, jacobine de notre pays, finalement, contrairement à l'Allemagne, par exemple, voire à la Belgique, on a essayé d'agir de Paris et d'organiser les transferts, mais ça a quand même fonctionné, et on peut remercier, c'est encore l'occasion de le faire, surtout quand l'épidémie était extrêmement violente de l'eau au Rhin, on peut remercier les Luxembourgeois, les Suisses, les Allemands. Les malades sont allés jusqu'à Berlin quand même, il faut le rappeler. Donc on peut les remercier du fond du cœur parce que nos hôpitaux, et notamment dans l'eau au Rhin, l'hôpital de Mulhouse, avaient été totalement débordés avec, en une seule nuit, je l'ai déjà raconté, mes collègues m'ont dit, plusieurs dizaines de morts dans les couloirs en une seule nuit au milieu du mois de mars. Donc il faut quand même rappeler ce séisme incroyable. Ce qui a mal marché, il y a beaucoup de choses qui ont mal marché parce qu'on n'était pas prêt et que notre collaboration n'était pas au niveau de ce qu'on pouvait attendre. Par exemple, et je partage totalement votre point de vue, Frédéric, on n'a pas fermé les bonnes frontières. Je pense qu'on s'est totalement trompé dans la notion de limitation de la circulation des populations. Ceux qui ont réussi, je reprends l'Océanie et les pays d'Asie, c'est ceux qui ont fermé très rapidement leurs frontières internationales aux vols internationaux, notamment aux vols qui venaient de Chine. Mais bloquer la frontière entre Kiel et Strasbourg, à mon sens, ça n'a pas de sens en fait. Il fallait agir beaucoup plus tôt avec une limitation du transfert des populations à l'échelle internationale et je pense qu'on aurait peut-être pu viser une stratégie zéro Covid qui maintenant est perdue pour nous, très clairement. On vit avec le virus comme on le dit souvent. La deuxième chose qui n'a pas marché et qui est incompréhensible, comment comprendre qu'à quelques centaines de mètres de l'autre côté de la frontière, on avait une politique de tests extrêmement active en Allemagne et qui était inexistante en France. On aurait très bien pu, dans un benchmarking très simple, très direct, copier la copie des Allemands et agir beaucoup plus vite avec des méthodes extrêmement simples, notamment l'accès aux tests dans les laboratoires de ville, les tests via les vétérinaires, etc., etc. Il y a plein de choses. Idem pour les masques, idem pour la stratégie vaccinale. Je ne ferai pas de commentaires parce que ça nous mènerait trop loin, mais l'Allemagne a une stratégie d'investissement en biologie et santé de longue date très, très supérieure à la France. Je vous donnerai un seul chiffre. En gros, on investit de 18% de l'argent public destiné à la recherche en biologie et santé en France, 17,8 précisément d'investissement public dans la recherche biomédicale en France versus 47% en Allemagne. Vous voyez la différence ? Sachant qu'on n'a pas le même PIB, vous imaginez la différence. Donc, tout ça, on finit par le payer, ainsi que notre stratégie industrielle. Les Allemands ont mis autour de la table des startups, des industriels de taille intermédiaire, des laboratoires académiques, des universités, et ils ont fait des tours de table et ils en ont sorti des stratégies innovantes, notamment par BioNTech, par les vaccins à mRNA. Donc, je crois que c'est vraiment ce point est majeur. On peut faire le débat, on pourra le faire encore longtemps, mais je voulais finir par un dernier point qui est préparer l'avenir. Préparer l'avenir, et j'ai quelques pistes en fait que j'avais déjà développées, c'est préparer l'Europe de la santé pour une citoyenneté européenne de la santé.
Et ça, il y a quelques dimensions que je voulais simplement partager avec vous. Il y a des dimensions qui sont très opérationnelles. On peut, et c'est Trissan, on l'avait évoqué dans le rapport Trissan, était très heureux de pouvoir lire ces propositions opérationnelles. On pourrait avoir des procédures partagées en temps de crise. On pourrait avoir une formation partagée des étudiants et des professionnels de santé. Ça n'existe pas aujourd'hui, alors que c'est finalement extrêmement simple à mettre en place. On peut avoir des stocks partagés ou des politiques d'achat de produits ou de médicaments partagés. C'est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre. L'autre élément, on peut aussi avoir une gouvernance stratégique partagée. On pourrait imaginer, alors ça s'est fait là aussi à l'échelle de l'État. Et bon, c'est très bien qu'Olivier Véran appelle son collègue allemand, belge, le ministre de la Santé de ces pays tous les matins ou tous les 2 matins, mais c'est pas opérationnel. Voilà, c'est pas du partage d'équipes de terrain. Donc je pense qu'il y a une vraie dimension de gouvernance et de stratégie qu'il faudrait partager, ainsi qu'un effort de recherche partagé. Là, je reviens sur mon credo. Je suis en combat depuis des années à l'échelle nationale pour essayer de faire comprendre que notre recherche biomédicale est en train de s'effondrer, ainsi que notre R&D industrielle qui part dans tous les pays du monde mais qui ne reste pas en France pour des tas de raisons qui sont de l'idéologie et pas du pragmatisme et de la science. Et puis pour finir, la chose qui a certainement manqué, peut-être un peu plus en France qu'ailleurs en Europe, mais il y a d'autres endroits où elle a manqué aussi, c'est cette culture citoyenne de la santé qui est quand elle n'existe pas, qui est le terreau du complotisme, le terreau de tout ce qu'on a vu, de toutes ces actions dirigées contre l'intérêt général. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais on peut en discourir longtemps quel est le fond du complotisme. Enfin, si on avait de façon partagée pu construire, et si on peut construire une sorte de culture citoyenne de la santé européenne, que les peuples aient une forme de culture, une éducation scientifique de la santé, je pense qu'on aurait démystifié un grand nombre de conneries qui ont été dites sur les masques, les tests, les vaccins, quand on voit encore ce qui circule dans les milieux complotistes sur les vaccins, en disant que c'est des OGN et qu'on modifie nos gènes et qu'on va finir en licorne avec des grandes oreilles. Voilà. Quand on voit des bêtises de cet ordre-là, on peut regretter qu'on n'ait pas travaillé ensemble sur une culture de fond. Je le répète, cette culture citoyenne de la santé à laquelle je tiens vraiment profondément. Voilà, quelques commentaires, Frédéric, pour essayer d'illustrer un peu ce que j'ai vécu, essayer de vous faire une synthèse et bien d'autres choses, mais ça c'est plus de l'expérience personnelle. Mais je vous remercie encore, Frédéric, de m'avoir invité à cette table ronde. Merci beaucoup Jean pour ces précisions. Du coup, Lydia, du côté de Trissan, qu'est-ce que vous attendriez de l'Union européenne ? Parce qu'effectivement, il y a des bonnes pratiques. Trissan, comme d'autres organisations de coopération transfrontalière, ont pu faire remonter à la Commission européenne. Morgane décrivait un petit peu tout à l'heure l'état à la fois de ce partage des compétences dont on a beaucoup entendu parler pendant la crise, de cette union de la santé. Qu'est-ce que, comme acteur opérationnel du terrain transfrontalier, vous attendriez de l'Europe ? Oui, je pense qu'effectivement, pour l'instant, on ne peut pas encore parler d'une Europe de la santé. Pour l'instant, elle n'existe pas encore. Mais je pense effectivement qu'il y a une volonté de plus en plus de se diriger vers cette Europe de la santé. La région a signé un pacte d'assistance mutuelle avec les 3 Länder frontaliers qui illustre la volonté de renforcer la coopération franco-allemande dans le domaine sanitaire et aussi la volonté de créer où les acteurs s'engagent de créer un espace de santé commun dans le Rhin supérieur. Donc, nous, ce qu'on voudrait de cet espace commun ou de cette Europe de santé, c'est une réelle coordination des mesures. Là, on l'a vu pendant la crise, comme M. Sibilia l'a bien décrit, c'était des décisions nationales, unilatérales, et pas du tout des décisions adaptées au bassin de vie frontalier que nous avons. Donc, une Europe de santé doit vraiment pouvoir coordonner les mesures, même si elle ne peut pas harmoniser toutes les mesures et encore moins harmoniser les systèmes de santé, mais au moins de pouvoir les coordonner de manière à ce qu'on puisse échanger, s'informer, dialoguer des mesures à prendre. Et
Ce qui a montré la crise, juste peut-être pour une petite précision, mais est-ce que renforcer cette coopération et ce dialogue, ça ne veut pas dire aussi centraliser l'information au niveau de l'Union européenne, ce qui serait un peu paradoxal par rapport à ce que Jean disait tout à l'heure, ou ce que Fabienne évoquait aussi du côté de la Belgique, c'est-à-dire ce besoin aussi d'adapter localement les mesures. Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose qui est un peu contradictoire ? Alors, on a beaucoup de contradictions qui sont réveillées par la crise de la Covid, mais est-ce que ça vous apparaît contradictoire ou pas du tout ? Ça ne me paraît pas contradictoire parce qu'il faut, même si les solutions doivent toujours être adaptées aux situations locales, une coordination européenne ne peut jamais nuire à ces décisions locales. Il faut pouvoir les coordonner. C'est pour ça, je ne dis pas qu'il faut une Europe qui dicte nos systèmes de santé ou qui dicte nos mesures, mais qui essaye de coordonner au moins les actions locales. Alors, je me permets j'ai plusieurs questions. En fait, j'ai une question à chaque intervenant. Et puis, je voudrais faire un témoignage personnel pour vous interroger sur la santé. Donc, d'abord, pour Morgane, elle avait été très positive sur l'Union européenne, ce que je quitte très bien. Mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi des critiques peuvent être adressées de comment l'Union européenne a géré cette crise. Bon, beaucoup a été reproché à la Commission sur l'achat des vaccins, mais même en termes de réaction par rapport à la pandémie, on a eu quand même l'impression que l'Union européenne était paralysée, réagit toujours à contre-temps, enfin trop tard pour ce virus. C'est la question pour Morgane. J'ai une question pour Fabienne. C'est qu'on a, comme tu l'as décrit, on a l'impression que dans le franco-belge, bon, cette pandémie, finalement, tout marchait comme d'habitude dans la coopération de santé. De toute façon, elle était déjà là avant. Est-ce qu'il n'y a pas eu de l'ingénierie transfrontalière pendant la pandémie à votre frontière, comme ça a été le cas à la nôtre ? Pour Lydia, j'ai une question un peu différente, c'est que parce que dans Trison, il y a les Suisses aussi. Alors, est-ce qu'il y a une plus-value des Français et des Allemands par rapport aux Suisses dans cette coopération de santé ? Ou est-ce que finalement l'Union européenne, enfin le fait qu'on est à deux à être dans l'Union européenne, ça n'apporte rien par rapport à la coopération. Est-ce que c'est mieux entre la France et l'Allemagne et les Suisses s'ajoutent parfois en éducation, c'est comme ça, mais est-ce que dans la santé, c'est comme ça? Et pour le doyen de la faculté de médecine, j'ai une question par rapport au transfert des patients. Moi, j'avais eu l'impression qu'en Alsace, ça avait été quand même initié au niveau de... pas des États nationaux, pas de Berlin et de Paris, mais que c'était une initiative qui venait de la région Grand Est et des Länder, et que c'est eux qui ont ensuite, disons, fait un appel aux États. Est-ce que selon vous, c'est utile, cette procédure, disons, bottom-up, d'essayer de gérer la crise? Et pour mon témoignage, alors moi je suis une frontalière, donc je suis allemande, j'habite à Kiel. Et au début de la pandémie, je suis tombée malade. Je pense que j'avais le virus. Et en fait, j'avais le virus, j'avais les symptômes, mais je suis universitaire, donc je suis assurée ici en France. Donc moi, je pensais que c'était une Europe sans frontières, mais je me suis trouvée vraiment dans une situation horrible, parce que j'avais une carte vitale française, je ne pouvais même pas me procurer des médicaments parce que je ne pouvais pas traverser la frontière. Mon médecin est du côté français, elle ne pouvait faire de la téléconsultation. Ma fille était malade aussi, donc on a essayé d'aller à Kiel, à l'hôpital, pour nous faire tester. Ils nous ont jetés parce qu'on n'a pas, parce qu'ils ont dit non mais après tout vous n'avez pas de sécurité sociale, vous avez une carte vitale française, ça ne va pas, vous n'avez pas de médecin à Kiel, donc où elle est cette... Alors moi, je me suis sentie vraiment très mal à ce moment-là, parce que je trouvais que l'Europe, dans la pratique, ne fonctionnait pas du tout. Et est-ce que là, alors ça c'est une question pour tous, est-ce qu'il ne faut pas trouver des mécanismes d'urgence, il ne faut pas inventer quelque chose dans cet espace de l'Eurodistrict très intégré pour que ça n'arrive pas, là je parle en tant que citoyenne, aux citoyens dans des situations extrêmes. Où est la coopération de santé à ce moment-là? Voilà. Alors peut-être Morgane.
Oui, merci pour cette question. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'Union européenne a mis du temps à réagir et je pense qu'elle a également été affectée par cette temporalité sans précédent dont on a parlé au début, où justement les institutions étaient peut-être trop rigides et trop lointaines du local pour réagir. Et au final, on voit que les premières réactions positives, entre guillemets, qui ont eu lieu ont commencé en juin, avec ces recommandations, par exemple, aussi sur la fermeture des frontières, comment permettre la réouverture, ou encore avec le Conseil européen, avec Charles Michel en juillet, où justement on a réussi à créer ce fonds commun face à la crise. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que l'Union a mis du temps à réagir. Alors Fabienne, est-ce que c'était vraiment plus facile en Belgique ? Non, en fait, alors évidemment, tout ne marchait pas comme avant. Et j'ai l'habitude de dire que le Covid est plutôt un révélateur, alors évidemment avec une force énorme, mais de situations et qui, de toute façon, n'ont jamais été faciles. Donc, ce que j'ai voulu montrer, c'était que quand la coopération était très ancrée, elle a quand même réussi à se battre contre le virus et à continuer. Voilà, c'était plutôt ça le discours que je voulais donner. C'est clair que tout n'a pas marché comme avant, qu'il y a eu des difficultés. Par contre, que le personnel ait pu passer facilement la frontière. Alors, il faut savoir qu'on a des établissements en Belgique et de l'autre côté de la France où il y a 30 à 40% de personnel qui vient de l'autre côté de la frontière. Donc, on imagine la paralysie qui aurait existé si la frontière avait réellement empêché ces passages-là. Et ça n'a pas été le cas. Donc, le discours positif, il est évidemment proportionnel à la crise et à la gravité de la pandémie. Je pense qu'un élément qui a été souligné par tout le monde, c'est qu'il y avait un manque de coordination et dans certains cas, un manque d'information. Alors, on parlait d'un espace partagé de la santé pour la frontière franco-allemande. Il en existe à la frontière franco-belge plusieurs. Et là, de nouveau, certains fonctionnaient bien et ont donc servi de relais d'information. D'autres ne fonctionnent pas traditionnellement, eh bien, ils n'ont pas servi de relais d'information, ils n'ont pas permis quoi que ce soit de plus parce qu'ils ne sont pas suffisamment structurés, etc. Et donc, c'est dans ce sens-là que je disais, il y a eu des choses qui, grâce à la coopération, ont pu quand même lutter contre la pandémie d'une certaine façon, ou en tout cas continuer à vivre. Mais c'est évidemment... c'était pas aussi facile et aussi doré peut-être que le discours que j'ai eu n'aurait pu le faire penser. Merci beaucoup. Je donnerai la parole à Eddy Pradier, effectivement, pour réagir au témoignage de Birte. Jean, sur les transferts de malades, parce que c'est quelque chose que vous avez finalement vécu, j'allais dire en live. Comment est-ce que les choses se sont passées effectivement entre les échelons, les différents échelons, la région Grand Est et les lenders, probablement d'ailleurs le premier échelon, les médecins, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, beaucoup de contacts aussi probablement très personnels, et les différents échelons étatiques. Oui, je confirme effectivement qu'il y a eu des contacts aux deux niveaux, au niveau de la région évidemment, et notre président de région d'ailleurs, qui est lui-même urgentiste, hein, donc je pense qu'il y avait une déformation professionnelle positive dans cette affaire-là, a fait qu'il a pris les choses en main, il a été très très sensible, Mulhousien de fait en plus, donc il a été extrêmement sensible et très actif hein, dans cette crise. Et effectivement, il y a une vraie action locale hein, de la région dans ce contexte, mais on voit aussi que rapidement le national a pris la main sur des transferts interrégions, ce qui n'est pas un reproche hein, d'ailleurs. Ça répond d'ailleurs à la question qui a été posée. Je pense que la question a été posée à Lydia, je crois que vous l'avez posée, Frédéric. Il n'y a pas d'antinomie entre une coordination macro et une des actions micro de terrain, en fait. Je crois qu'il faut les deux, en fait. Hein. Il faut à la fois un stratège, mais aussi un opérateur de terrain. Mais il faut combiner, c'est un rapport interactif permanent. Il faut que les informations remontent bien du terrain, parce que les acteurs du terrain sont des solutions de flexibilité. Vous savez, quand on dit on pousse les murs,
pousser les murs des réanimations, c'est pas venu de motion centrale en fait. C'est venu du système D local et dans tous les pays d'ailleurs, en France comme ailleurs. Donc il faut trouver cet équilibre entre la coordination à l'échelle de l'État et de l'Europe. Je pense qu'il y a des choses et en gros c'est la matrice qu'il faut construire. On n'a pas cette matrice de fonctionnement de savoir où est l'action au bon niveau. Schématiquement, moi je crois que c'est très bien que l'Europe ait acheté des vaccins. Alors on peut discuter, on les a peut-être pas achetés au bon prix, pas au bon vendeur, peut-être pas assez vite. Des paris ont été faits qui ont pas été des bons paris. On aurait acheté que des mRNA, on aurait eu comme les Américains, peut-être qu'on aurait fait beaucoup plus vite. Mais rétrospectivement, les mRNA n'auraient pas marché. On aurait été très heureux d'avoir des vaccins adénovirus. Donc, il ne faut pas refaire l'histoire. Mais je crois qu'il y a des échelles, il y a une matrice qui dit que chaque action est optimisée à telle ou telle échelle. Et je pense que c'est ça qu'on n'a pas construit. Et ce que disait Lydia est très juste. Trisan doit permettre de dire quel est le bon niveau pour la bonne action. Et chacun des acteurs a son rôle. C'est le principe de l'organisation. Je répondrai tout à l'heure sur ce qu'a vécu Birte, qui est invraisemblable, ou je peux répondre tout de suite parce que je trouve ça invraisemblable. Oui, allez-y. Ouais, qui est pas un simple mécanisme de réciprocité de la prise en charge des soins, qui est en fait un simple texte, une ligne d'un décret, d'un arrêté qui peut être écrit en 3 minutes, parce que ça existe quand vous voyagez. Pourquoi ça n'existerait pas en temps de crise? Donc c'est simplement la réciprocité au sein de l'UE de la prise en charge médicale élémentaire sur des soins élémentaires et des soins d'urgence. Mais c'est d'une simplicité biblique, c'est invraisemblable que ça n'a pas été mis en œuvre ou inventé rapidement. Mais voilà, on a été sidérés, beaucoup de gens ont été sidérés à ce moment-là. Donc désolé Birte, vous auriez pu... Désolé pour ça. Oui, je pense que quand on parle de la sidération, il y a peut-être aussi une chose qu'il faut affronter aussi, c'est que je pense que l'état d'impréparation dans lequel on était, et peut-être vous me confirmerez ça sur le plan hospitalo-universitaire, c'est aussi que les virus n'étaient plus un problème, c'est-à-dire que au niveau en tout cas de la médecine occidentale, la priorité elle n'était pas du tout à lutter contre les virus et que la pandémie qui finalement était annoncée par l'OMS c'était plus un scénario de film généralement d'ailleurs de série B ou de romans de science-fiction, mais c'est vrai aussi que sur cette impréparation il y avait aussi cette impréparation-là qui fait d'ailleurs que, et c'est un peu étonnant parce que on travaille sur des frontières franco-belges et la frontière franco-allemande sur lequel il y a une myriade d'institutions de coopération transfrontalière et sur lequel la coopération transfrontalière est extrêmement ancienne, à l'échelle en tout cas de la coopération transfrontalière telle qu'on l'entend dans l'Union européenne. Il faut croire quand même que dans cette coopération, la santé n'était pas prioritaire. Est-ce que vous avez le même sentiment, Lydia, ou pas du tout ? Que la santé n'était pas prioritaire ? C'est-à-dire qu'on avait des commissions, etc. Je ne suis pas sûre que ce sont nécessairement les commissions ou les groupes de travail qui travaillaient le plus, en fait, comme si c'était une évidence, mais dont on s'aperçoit, en tout cas, dans cette période très particulière de pandémie, que c'est beaucoup moins évident qu'il n'y paraissait. Oui, effectivement, là, je vous rejoins totalement. Je pense, et je vois aussi que Anne Lussab voudrait réagir là-dessus. Étant donné que les États ne veulent pas lâcher leurs prérogatives dans le domaine de la santé, c'est pas toujours facile de coopérer. Et ce qu'on a aussi remarqué, nous, au début de Trisan, c'est qu'il y avait un manque d'informations et de connaissances sur les systèmes de santé qui, au final, faisait que c'était impossible de travailler ensemble. Si on ne sait pas comment sont organisés les systèmes de l'autre côté de la frontière, si on ne sait pas qui contacter de l'autre côté de la frontière, on ne peut pas coopérer. Et on avait certes plusieurs instances, plusieurs réseaux, il y avait le groupe de travail politique de santé, mais une raison pour laquelle on a justement créé Trisan en 2016, c'est qu'il n'y avait pas d'instrument opérationnel pour cette coopération en matière de santé. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est récent et c'est pour ça que nous, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en réseau les acteurs qui ne se connaissaient pas encore de part et d'autre de la frontière. Merci beaucoup, Edith Pradier. Vous aviez envie de réagir aux aventures de Birte, dont on va bientôt pouvoir écrire un roman. Birte au travers de la frontière. Je vous laisse la parole.
Oui, je vous remercie. Bonsoir à tous. Eddy Pradier de Trisane, donc collègue de Lydia et de Anne, qui voulait parler aussi, j'ai vu. Oui, en fait, Birta a mis effectivement le doigt sur un problème que nous avons effectivement constaté avec cette crise Covid. Alors, c'est-à-dire que normalement, les règlements européens prévoient effectivement que un travailleur frontalier est affilié généralement dans son pays d'activité, mais a aussi la possibilité d'avoir une carte d'assurance maladie par le biais de ce qu'on appelle le formulaire S1. Il peut avoir une carte d'assurance maladie dans son pays de résidence, ce qui lui permet donc, il a des 2 cartes et donc peut accéder aux soins aussi bien en France qu'en Allemagne, donc dans le cas de la frontière franco-allemande. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de travailleurs frontaliers qui ne font pas cette demande de S1 et qui donc n'ont pas la carte dans leur pays d'assurer dans leur pays de résidence parce que souvent ils ne sont pas informés. Souvent pour eux il n'y avait pas un réel besoin. Le cas typique, ce sont des Allemands qui viennent s'installer en France, qui vont vivre en France et qui se disent moi je vais continuer et qui donc par contre ils gardent leur activité du côté allemand, hein. Donc ils sont frontaliers, ils ont la carte d'assuré allemande et ils se disent moi je vais continuer comme j'ai toujours fait, j'irai chez le médecin en Allemagne. Pourquoi je n'ai pas besoin de la carte vitale française en fait, je vais chez le médecin en Allemagne, donc c'est très bien comme ça. Et sauf que ça peut poser problème, et là on l'a beaucoup vu avec le Covid, c'est-à-dire que le jour où la frontière est fermée, eh bien, ces personnes, elles ne peuvent plus, ou en tout cas plus aussi facilement se rendre chez leur médecin en Allemagne comme elles ont dans l'habitude, et par contre elles ne peuvent pas vraiment non plus aller en France puisqu'elles n'ont pas la carte d'assuré. Donc on trouve des solutions, mais c'est effectivement beaucoup plus difficile. Donc ça c'est effectivement quelque chose, alors c'est une problématique qui date de l'avant Covid, hein, mais sur laquelle on travaillait déjà. Et là, effectivement, en concertation avec les Infobest, parce que les Infobest, donc, qui reçoivent toutes les doléances des travailleurs frontaliers, des habitants de la région frontalière, nous disaient là, on a une avalanche de personnes qui n'ont plus accès aux soins, en fait, et qui ne savent pas comment faire. Et donc, c'est un des protocoles de coopération dont parlait tout à l'heure Lydia. C'est-à-dire qu'on essaye avec les caisses là, de faire un travail d'information beaucoup plus poussé auprès de l'ensemble des assurés et des populations, notamment les travailleurs frontaliers, pour bien faire passer le message. Même si vous pensez ne jamais en avoir besoin, faites absolument la démarche de vous inscrire à l'assurance maladie de votre pays de résidence. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui semblent importantes, mais qui peuvent aussi apporter des réponses concrètes pour les populations dans des cas, par exemple, effectivement, d'épidémie et de fermeture de la frontière, qui peut être liée à d'autres éléments qu'une pandémie. Voilà, juste ce petit témoignage que je souhaitais apporter. Merci beaucoup. Je pense que ça rejoint aussi une remarque que Fabienne faisait tout à l'heure, finalement sur le fait qu'il ne faut pas négliger non plus, ça rejoint certainement aussi l'idée de temporalité de Jean, mais il ne faut pas oublier non plus que cette fermeture de frontières dans en tout cas la première vague de Covid, puisqu'elle a été très différente dans la deuxième et la troisième vague, c'est en fait une logique de peur qui a prévalu et une logique finalement où chaque pays s'est déjà dit on va déjà s'occuper finalement des gens qui sont assurés chez nous sans nécessairement que ce soit, je pense, à prendre comme systématiquement une décision de repli. Je pense qu'il y avait une urgence, je pense qu'il y avait une panique que Jean rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement on l'a particulièrement vécu dans cette région donc, et du côté français de la frontière, donc ça fait effectivement partie des choses qu'il faut peut-être rappeler aussi. Mais Anne Dussapt voulait également intervenir. Je lui laisse la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Anne Dussapt, je suis la responsable du projet Trisane. Avec mon équipe brillante que vous avez pu entendre. Je veux bien revenir sur deux, trois choses ou 2-3 questions que vous avez posées. Peut-être la première, pourquoi les instances transfrontalières n'ont pas réagi plus au moment de la crise. Alors, on s'est un petit peu marché sur les pieds, d'une part,
parce que, surtout, et ça continue encore en ce moment, parce qu'il y a une espèce de course à celui qui va se montrer comme étant le sauveur de la crise Covid, aussi curieux que ça puisse paraître, mais c'est aussi une réalité. Mais je crois surtout qu'une des raisons principales, c'est aussi qu'avec notamment le passage côté français en état d'urgence, il y a eu un glissement de la prise de décision, avec aussi une transversalité des centres de décision et une recentralisation des centres de décision qui fait que tout d'un coup, les instances qui étaient sectorialisées sur telle et telle thématique, et en particulier la santé, par exemple, n'étaient plus en charge de la prise de décision sur certains aspects. L'autre aspect qui a été très très clair au printemps, c'était la sidération dont a parlé le professeur Sibilia, qui a été très clair, et non seulement la sidération, mais l'incapacité, parce que toute la coopération transfrontalière fonctionnait par des rencontres et des réunions, et tout ça, c'est tombé à l'eau. Et avant que tous on se mette sur Zoom, sur WebEx et je sais pas quoi encore, eh ben, il y a eu 6, 7, 8 semaines, 9 semaines qui ont passé où chacun était occupé avec la gestion de ses patients en grand nombre, etc. Et de l'autre côté, côté allemand, la peur. Parce que oui, vous l'avez évoqué, oui, bien sûr, la peur que le virus vienne chez eux. Chez nous, enfin moi j'habite côté français, donc je dis chez eux, mais en fait, et cette peur, elle était réellement là, peut-être pas dans le domaine de la santé, mais en tout cas dans la population, dans les prises de décision, elle était là, et elle est encore là aujourd'hui, il faut pas se leurrer, elle est encore là aujourd'hui. Je veux bien aussi revenir sur la question plus d'Europe, moins d'Europe, est-ce que, et pourquoi l'Europe n'a pas réagi plus à ce moment-là? L'exposé introductif a bien montré que la santé au niveau européen, c'est très restreint et c'est très récent. Pourquoi? Parce que les États sont très très jaloux de leurs prérogatives. Ils veulent se garder la santé. Et il y a eu au moment de la directive patient, mobilité des patients transfrontaliers, en 2011, il y a eu d'énormes débats sur jusqu'où on permet aux patients de passer la frontière, jusqu'où on facilite cette mobilité des patients, avec certains États, dont la France, pour ne pas les citer, très très jaloux de leurs patients, entre guillemets. Et ça reste encore aujourd'hui. Donc on est aujourd'hui simplement héritier de systèmes de santé qui ont grandi dos à dos. Et en partie, une autre peur qui flotte, c'est pas celle du Covid ou du virus, mais c'est la peur des coûts. Et notamment, la France a très très peur des coûts de la santé en Allemagne. Pourtant, quand on compare au cas par cas, et c'est très très compliqué de comparer des tarifs, on n'arrive pas forcément à une grosse différence. Mais en fait, personne ne sait s'il y a un réel danger de couler le budget de la sécurité sociale côté français, en envoyant des patients en Allemagne ou pas. En fait, on n'en sait rien, personne n'en sait rien. Mais cette peur-là, elle existe réellement. Donc, la question que je poserais plutôt, c'est est-ce que l'Europe arrive à construire une décision commune de la part des États pour qu'il y ait plus de mobilité, plus de fluidité? Je pense que c'est ça la vraie question. Et un autre problème au niveau européen, et c'est un problème émergent et qui va grandir, c'est la question des personnels de santé. L'Allemagne a un gros déficit, la France elle a un déficit qui croît, et l'Allemagne va puiser largement en Bulgarie, en Roumanie. Éthiquement, point d'interrogation. Et il y a aussi cette peur-là au niveau européen. Donc, c'est aussi pour ça que les États essayent un petit peu de se protéger. Et pour répondre à la question de quoi nous, on a besoin, moi, je crois vraiment en l'Europe des individus et des contacts. Plus on pourra construire de façon locale ici, de proximité, ce que j'appelle des communautés de personnes qui se connaissent, qui ont confiance, des communautés au niveau professionnel de médecins, des formations communes, des étudiants qui vont en stage de l'autre côté de la frontière, qui vont voir comment ça fonctionne. Plus on pourra construire des systèmes résilients, comme on dit, c'est-à-dire des systèmes flexibles et souples qui permettront de réagir au cas par cas.
avec aussi au niveau plus élevé, effectivement, une capacité à gérer des plus grosses quantités, des plus grosses crises, etc. Mais il y a beaucoup de travail, à mon avis, à tous les niveaux. Je pense aussi qu'une des questions au niveau européen, hein, c'est qu'on a peut-être besoin aussi de l'Union européenne pour réfléchir un peu différemment des systèmes de santé qui ont été effectivement réfléchis de manière très nationale, voire parfois nationaliste. Ça, c'est effectivement aussi un problème qu'on a rencontré. Vous évoquiez la directive de 2011 sur la libre circulation du patient. C'est aussi très clairement ce qui s'est passé dans une affaire comme les œufs au fipronil, où on a bien vu que les Pays-Bas, finalement, se sont dit dans un premier temps, l'idéal, c'est de gérer la crise, qui était pas une crise pandémique, hein, qui était une crise sanitaire, je dirais, relativement basique, de la gérer au niveau national. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un réflexe qu'on voit beaucoup en matière de santé. À vous écouter, j'avais une question pour le doyen de la faculté de médecine par rapport à ces étudiants. Est-ce que de la part des étudiants et dans la construction des cursus, cette logique transfrontalière, cette logique aussi de... j'aime bien cette idée de communauté locale de santé. Ça, je pense que c'est aussi quelque chose comme on l'a en énergie, avec des communautés citoyennes de l'énergie. Il serait peut-être intéressant d'avoir ces communautés de patients ou de santé. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible à la faculté de médecine ? Faudrait remettre votre micro. Merci. Ouais, pardon Frédéric. Oui, c'est un sujet de très grande sensibilité, en fait, qui est d'ailleurs un des éléments qui nous a poussé à réformer les études médicales en France, en fait. On partait de l'observation que les échanges étaient très asymétriques dans le système Erasmus, avec beaucoup plus d'étudiants qu'on accueillait chez nous que d'étudiants qui partaient, avec des ratios incroyables. On accueille à peu près entre 80 et 100 à la fac de médecine de Strasbourg, entre 80 et 100 étudiants venant de pays de l'UE, alors qu'on en exporte une douzaine. Et l'explication, elle est très simple, hein, c'est l'organisation de nos cycles d'études médicales avec 2 concours, un à l'entrée et un à la sortie, qui fait que les étudiants ne s'accordent pas de bulles de voyage et ce ne sont pas des césures, hein, puisque c'est une année d'études à l'étranger, mais ne s'accordent pas cette année à l'étranger de peur de ne pas se préparer au concours de 6e année. Donc on a essayé de modifier les choses, c'est pas gagné, c'est en cours, mais donc on y est très sensible et on aimerait, pour créer cette citoyenneté européenne de la santé, la créer déjà. Je rejoins complètement ce qu'a dit Madame Dussap, c'est créer des communautés et les créer dès la formation initiale pour nos étudiants. Si vous avez échangé avec des étudiants à Bochum, à Berlin ou à Francfort, vous créez déjà à l'échelle des soignants, des médecins et des soignants au sens plus large, vous créez déjà une communauté partagée. Et c'est la petite graine qui va permettre de construire la forêt, quoi. Et il n'y a que comme ça, mais je suis complètement d'accord avec ça, ça ne peut pas être descendant. Les incitations et les motivations ne peuvent pas être descendantes, elles doivent toujours venir d'abord du terrain. Après, c'est aux États et aux régions d'organiser les choses et de le permettre. Mais l'initiative est toujours humaine, hein. L'homme prime sur le dispositif, quoi qu'on dise. Je me permets juste de rappeler, pour qu'un médecin confie son patient à un autre médecin, il faut un degré de confiance énorme. Il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils connaissent le protocole de soins de l'autre côté de la frontière. C'est pas n'importe quoi qu'on remet à quelqu'un d'autre, c'est une vie humaine. Ça demande plus de confiance que dans d'autres champs de la coopération transfrontalière où on va confier je ne sais quoi. Confier un patient, c'est pas n'importe quoi. Et ça demande probablement aussi un travail sur la langue. Parce que moi, je sais que quand j'étais étudiante puis assistante au Collège d'Europe de Bruges, quand en fait vous n'arrivez pas sur la plaque du médecin à vraiment lire, parce que c'est pas écrit dans la langue qui est votre langue maternelle, qui a tendance à beaucoup ressortir au moment où vous vous sentez un peu malade, loin de chez vous, etc. C'est aussi un sacré obstacle finalement à cette libre circulation. Et je pense que dans le colloque singulier entre le patient
patient et son médecin, la langue, effectivement, et je dirais quelque part la charge culturelle va jouer un rôle peut-être aussi plus important que dans d'autres secteurs. J'ai évoqué l'énergie tout à l'heure, sur lequel les problèmes peuvent être effectivement éminemment plus techniques. Par rapport à cette idée aussi de création de communauté, comment vous réagissez, Fabienne, par rapport à l'idée effectivement de la Belgique, dont on sait aussi qu'elle attire énormément d'étudiants dans les études de santé. Donc les déséquilibres évoqués par Jean, effectivement, ne sont pas vécus tout à fait de la même manière en Belgique. Oui, peut-être par rapport à quelques petites réflexions et puis qui vont aller dans le sens de la question posée. Je pense qu'il y avait juste une remarque par rapport au système du travailleur frontalier et qui a une portée plus importante que l'exemple que je vais prendre, c'est-à-dire que le fait d'avoir accès à deux systèmes de sécurité sociale, donc celui du pays de résidence, celui du pays où on travaille, est une formule. Une autre formule qui a été testée à la frontière franco-belge, c'est que ce soit les institutions qui acceptent les cartes venant des deux systèmes de sécurité sociale. Et donc, dans les hôpitaux frontaliers en Belgique, un certain nombre sont équipés pour accepter les cartes vitales. Donc, ce qui est intéressant avec cet exemple-là, et ça répond en partie à la question qui suit, c'est que je trouve qu'il y a une coordination importante à avoir à différents niveaux. Les individus qui peuvent être porteurs d'une coopération, les institutions, et une fois qu'on va toucher aux institutions, évidemment, cette institution, elle fait partie de toute une machine. Et à un moment donné, ce qui va se passer dans l'établissement qui va accepter les cartes de système de sécurité sociale de l'autre pays, eh bien, ça va être quelque part perturbant pour le système dans lequel cet établissement exerce d'habitude. Pourquoi faire ça? Et donc, à un moment donné, ça enclenche en fait des réactions, ou en tout cas des interrogations, et qui peut-être en effet enclencher un système bottom-up d'une certaine façon. Ce que je voudrais peut-être aussi souligner, c'est que un certain nombre d'exemples de coopération transfrontalière en matière de santé l'ont montré, les systèmes de sécurité sociaux, les mutuelles, etc., sont intimement liés aux soins de santé, à la politique de santé. Et en fait, la politique de santé, c'est intimement lié aussi aux questions d'urgence, c'est intimement lié à la formation. Et donc, on voit que c'est sans doute de ça aussi dont les États, c'est sans doute pour cela aussi que les États sont un peu frileux. C'est parce qu'une fois qu'on va travailler sur un élément de la santé, je pense que tout le monde trouve évident que s'il y a une urgence, on puisse le faire et aller être soigné là où c'est le plus près. Et le plus près, si c'est de l'autre côté de la frontière, c'est normal. Ça, a priori, le bon sens veut que tout le monde trouve cela normal. Mais à partir du moment où on se rend compte que tout ça implique des formations, des équipements homologués, soit acceptés par tout le monde, un système de sécurité sociale et donc de remboursement qui soit mené. Et donc, on voit tout le système, en fait, qui va être enclenché par cette simple action de bon sens au départ. Et on vit quand même tous en Europe dans des systèmes où les dépenses publiques ont été très fortement rabotées et où on a demandé au système de sécurité sociale de limiter tout un ensemble de choses. Et donc, je pense que ces craintes-là nationales sont venues, en fait, évidemment, se renforcent lorsque on considère qu'on va entraîner des dépenses pour quelqu'un qui n'est pas son citoyen. Je mets évidemment des guillemets autour de tout ça. Alors, par rapport à ces étudiants et à ces soignants, c'est vrai que la Belgique, on accepte énormément d'étudiants français dans nos structures, mais pas via Erasmus. À partir du début, il y a d'ailleurs un quota maintenant, on est obligé de mettre un quota. Et on a aussi beaucoup d'échanges, mais je pense que un des intérêts de l'Union européenne, c'est à un moment donné de révéler ce système par comparaison, de nous obliger à comparer. À partir du moment où il y a la libre circulation, il peut y avoir de l'échange, et donc on est obligé de se poser des questions. J'ai l'impression que les systèmes de sécurité sociale et tout ce qui va autour de ça, ont pu être des chasses gardées pendant longtemps. Peut-être que
à cause ou grâce à la pandémie, on va commencer à travailler à une sorte de base. Alors, la base la plus basique peut-être, mais en tout cas commencer à s'interroger là-dessus, parce que je ne pense pas qu'on puisse travailler sur une politique de santé en partie commune sans penser à tout le système de sécurité. Et là, on a évidemment des modèles entre le modèle, on a des modèles tellement différents historiquement qu'il faudra trouver le plus petit dénominateur commun et puis remonter à partir du plus petit dénominateur commun, me semble-t-il. Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes avant d'atteindre l'heure de 19h30. Comme on est en période de couvre-feu, on va essayer de respecter encore un tout petit peu les périodes de couvre-feu. Je vais juste vous demander en 1 ou 2 minutes quelques mots de conclusion, peut-être en revenant à Morgane. Qu'est-ce qu'elle retire? Qu'est-ce que vous retirez finalement de ces échanges qui auraient pu se poursuivre et qui se poursuivront, je pense, longtemps? Qu'est-ce que vous en retirez? Moi, j'aimerais bien revenir sur ce qui est la gouvernance multiniveau, où c'est un peu ce que j'ai retenu de tous ces échanges, où je pense qu'il va falloir travailler entre les différents organismes qui existent déjà pour réussir justement à ce que l'Union européenne puisse aider à la fois le niveau transfrontalier et le niveau local, et inversement que le niveau local réussisse à faire remonter ces informations au niveau européen pour faire face au final à d'autres crises qui pourraient avoir lieu. Merci beaucoup. Jean, quelques mots de conclusion? Deux petits mots très simples, et je partage ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il faut qu'on mette en place, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais des comités territoriaux de crise, entre guillemets, comme dans les pays asiatiques, qui préparent en fait et qui mettent sur le papier des procédures qui sont des procédures opérationnelles d'échange, de communication, d'achat, etc. Des choses très, très opérationnelles. C'est exactement ce que disait Anne. Tout ça est très récent et on n'a pas encore mis en place le bon échelon, notamment organisationnel, et capable de réagir de façon très rapide et flexible en temps de crise. Et ma deuxième conclusion, c'est que ça montre en tout cas, c'est la conclusion du soignant. Une observation très, très profonde, c'est qu'il faut faire confiance aux hommes de terrain, en fait. Et on l'a vu, dans les moments les plus difficiles, en fait, c'est comme dans les tranchées, c'est comme dans les moments de crise, des moments de guerre, finalement, c'est la valeur humaine et le sens de sa mission, la valeur qu'on a, le sens de l'intérêt général, le sens de l'humanité qu'on peut avoir qui fait la différence. Et ça se cultive aussi. Ça se cultive et il faut pas attendre les temps de crise pour le mettre en exergue. Il faut le cultiver avant. Il faut en faire une belle valeur partagée et ça peut être une belle valeur qui donne du sens à l'Europe. Que l'Europe n'apparaisse plus comme technocratique, parce qu'en fait, le rejet de l'Europe, Frédéric, tu le sais mieux que moi, le rejet de l'Europe, c'est on rejette pas l'Europe, le sens de ce qu'est l'Europe, l'intérêt général, le sens des peuples, mais on rejette la technocratie européenne. Et redonnons du sens à l'Europe. Et peut-être que la santé, c'est une grande chance pour l'Europe, au fond. Et de redonner du sens à la... Moi, je crois à l'Europe, vraiment. J'ai pas connu de guerre. Mes parents en ont connu, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Moi, j'en ai pas connu. Et c'est probablement grâce à l'Europe. Mais c'est pas la seule vertu de l'Europe. C'est porter des valeurs. Et la santé fait partie des grandes valeurs qu'on peut porter. Merci beaucoup. Enfin, une conséquence positive aussi à cette période très particulière qu'on vit. Je pense que ça fait du bien de temps en temps. Lydia. Moi, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que même si ça concerne qu'un nombre restreint de citoyens, mais il y a des citoyens qui ont un bassin de vie transfrontalier, qui traversent la frontière tous les jours pour aller travailler, pour aller à l'école, pour se faire soigner, et que le niveau national ou le niveau aussi européen doit prendre conscience de ces bassins de vie et de permettre aux gens de justement oublier en fait la frontière et de vivre comme on veut, sans cette frontière qui nous bloque, qui bloque la coopération, et l'importance justement du niveau local, du niveau de la coopération transfrontalière pour aboutir à ça. Merci beaucoup. On va terminer par une vision belge des choses. Merci. Alors, peut-être deux choses. Il me semble que le transfrontalier, comme pour beaucoup de choses, ça peut être un laboratoire et ça peut être un laboratoire de l'Europe. Donc, certes, le transfrontalier doit être privilégié pour les habitants qui y sont, mais il permet aussi tout à coup de regarder au-delà de ses frontières
Et je trouve que si on peut réussir, grâce à la Covid, à penser à des lieux d'information partagés, des lieux de coordination au niveau local, au niveau transfrontalier, cela permettrait peut-être, à une autre échelle, d'ouvrir aussi et de partager de l'information. Un élément qui m'a fortement impressionné pendant la Covid, c'est que tous les plateaux de JT parlaient de la même chose de la Covid, mais tous parlaient avec leurs experts nationaux. Et donc là, tout à coup, jusqu'au moment où on a commencé à parler de l'Europe, des vaccins, etc., on s'était refermé, et les médias se refermaient, ou alors ils montraient ce qui se passait dans un autre pays, mais c'était un autre pays, c'était pas un pays de l'Union européenne, c'était un autre pays. Et on mettait les Pays-Bas, Singapour et le Brésil presque dans le même, en tout cas à l'étranger. Et je trouve que le transfrontalier, il peut être un laboratoire de l'Europe, et en cela, déjà créer ces lieux d'information partagée, lieux de coordination locale, qui après peuvent aussi irriguer le reste des territoires. Alors c'est sans doute parce que je viens d'un petit pays où finalement on est vite transfrontalier. Hein. Il n'y a qu'à Bruxelles où on n'est pas transfrontalier, mais pour le reste, on est vite à côté d'une frontière. Merci beaucoup pour l'intensité de ces échanges. Merci à Heidi, à Anne d'avoir contribué aussi à ces échanges. On se retrouve pour un prochain webinaire du Centre d'Excellence très bientôt, j'espère. J'espère aussi pouvoir continuer ces analyses de cette frontière et de cette Covid qui effectivement nous mène, on l'a vu ce soir, assez loin. Merci infiniment pour l'ensemble de vos contributions. Merci à la DENUM de nous avoir accueillis et d'avoir atténué l'angoisse technologique qui est quand même toujours la nôtre, même au bout d'un an de visio, de cours à distance, etc. C'est toujours extrêmement agréable et je les en remercie. Et puis à très bientôt pour de nouveaux débats.